Donc, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire qui vous aidera à comprendre ce qu'est le MLOps et pourquoi le mettre en œuvre au sein de vos projets en intelligence artificielle. Le groupe NEOS, Salim, notre orateur, et moi-même sommes très heureux de vous compter parmi nous pour cette prochaine heure. Je m'appelle Sabir Hamoun, spécialiste marketing chez Groupe NEOS et je serai votre hôte pour la séance d'aujourd'hui. Le webinaire vous sera présenté par le talentueux Salim Rahali, qui occupe le poste d'architecte principal chez Groupe NEOS. Salim est un expert, mais surtout un passionné des données. Il possède déjà plus de 10 ans d'expérience en architecture de données et en data science. Salim supporte aussi les clients de NEOS dans leur stratégie et décisions quant à l'utilisation de leurs données, notamment dans le cadre de projets en machine learning ou encore en intelligence artificielle. Avant de débuter, on va passer rapidement en revue quelques points concernant le déroulement de la session. Donc, premièrement, nous avons réservé une période de questions-réponses qui est prévue à la toute fin du webinaire. Vous trouverez un bouton sur le côté droit de votre écran pour poser vos questions directement dans le chat. Donc, n'hésitez pas à le faire, que ce soit durant le webinaire ou à la toute fin. Je m'occuperai de relayer vos questions à Salim, qui se fera un plaisir d'y répondre. Deuxièmement, la présentation et l'enregistrement de ce webinaire vous seront partagés en deux temps dans les quelques prochains jours pour que vous puissiez vous y référer en cas de besoin. Et troisièmement, notez que nous répondons également aux questions, même si on manque de temps durant la session. Donc, si des questions vous viennent en tête une fois la tenue du webinaire terminée ou après des discussions avec vos collègues, par exemple, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Il nous fera un plaisir de vous assister et de vous épauler dans l'élaboration de vos projets. Je vous souhaite, messieurs, dames, un excellent webinaire. Donc, bonjour à tous, bonjour tout le monde. Merci Sami pour l'introduction, pour la présentation. Donc, je m'appelle Salim Rahali, donc je suis très content de partager la prochaine heure avec vous pour ce webinaire. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal d'inscrits qui sont intéressés par le MLOps et ça va me faire plaisir de vous partager le contenu du webinaire d'aujourd'hui. Donc, le thème et le titre, c'est « Qu'est-ce que le MLOps et pourquoi le mettre en œuvre au sein de vos projets en intelligence artificielle ?» Donc, on va voir dans ce webinaire principalement le côté intelligence artificielle et comment on le met en production avec les pratiques du moment par rapport à ça. Donc, voici l'agenda de notre webinaire est composé de 4 éléments. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, on va commencer par avoir un aperçu sur qu'est-ce qu'un projet en machine learning. On va voir aussi en deuxième lieu les différents composants d'un projet en machine learning. Il faut dire qu'il est très important de connaître c'est quoi les composants, qu'est-ce qu'un projet en machine learning. Donc, on va voir c'est quoi le cycle de vie, c'est quoi les profils qui interviennent pendant un projet en machine learning, etc. Aussi, on va parler de challenges, de défis qu'on retrouve par rapport à ce type de projet. On va en troisième partie, on va voir certainement c'est quoi le MLOps, c'est quoi ses méthodes, ses fonctionnements et ses bénéfices. Puis à la toute fin, on va voir la quatrième partie. On va partager avec vous les bonnes pratiques pour optimiser vos projets en machine learning. Donc, je commencerai déjà par mettre juste un point par rapport au mot machine learning et intelligence artificielle. En fait, le machine learning, c'est une spécialité d'intelligence artificielle. Donc, c'est pour ça qu'on utilise ce terme-là pendant ce webinaire. Et puis aussi, j'aimerais faire aussi une remarque par rapport au contenu de ce webinaire. Il ne va pas y avoir, un côté, on va dire, technologique. On ne va pas parler d'outils technologiques. Ça va être plus axé sur le MLOps. Donc, c'est ça pour l'agenda d'aujourd'hui. Donc, on va commencer avec la première partie. Donc, là, maintenant, on va commencer à avoir un aperçu sur un projet en machine learning.
Donc, pour commencer, on va voir c'est quoi un projet. On va voir une vue globale sur qu'est-ce qu'un projet en machine learning. Je vais utiliser le mot ML, ça va être plus facile au lieu de machine learning. Donc, un projet ML, c'est quoi en fait? C'est ce qu'on voit ici d'après la slide. On a deux grandes étapes. On va dire, on les voit ici, ils sont définis ici en fait avec les deux zones ici, donc model building et deployment. Ça veut dire quoi? En fait, on a par exemple, on a un besoin précis pour utiliser un modèle, par exemple un modèle de prédiction, et puis on veut utiliser ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va avoir affaire à des données d'entrée. C'est quoi les données entrées? En fait, c'est des observations. Donc, les observations, c'est les données ici, ce qu'on voit comme indiqué labeled data. Donc, c'est des données labellisées. Ça consiste en quoi généralement? C'est des variables, c'est des observations et aussi qui vont inclure aussi des variables cibles, donc des targets. Donc, pour pouvoir construire un modèle, on va utiliser ces observations-là, ces données, et puis aussi, on va avoir à mettre en place du code. Ce code-là va préparer les données, en premier lieu, va préparer les données, et puis va entraîner un modèle, des algorithmes, généralement en mathématiques, c'est des algorithmes mathématiques. Donc, une fois qu'on a ces deux-là, on va entraîner notre modèle et on va finir avec un modèle bien précis. Quand on dit qu'on finit avec un modèle, c'est qu'on va finir avec un modèle, puis on va évaluer aussi un modèle. Ça veut dire qu'on va dire que ce modèle-là c'est le meilleur que je vois, c'est le meilleur modèle que je vois pour mon besoin. Une fois qu'on a ce modèle, on va devoir l'utiliser. Et pour l'utiliser, on va le déployer. Donc, pour le déployer, on voit ici qu'on a, par exemple, ça c'est juste un exemple, on a une web app code. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va prendre notre modèle, on va l'encapsuler par exemple, dans un endpoint REST API et on va le déployer pour le mettre en production. Donc, ça, c'est le workflow en général. Donc, on passe à la slide suivante. Là, on va avoir une vue, on va dire, sur l'entraînement, comment ça se passe, mais c'est quand même une vue assez simplifiée. Donc, si je reviens aux slides précédentes, ce qu'on va voir dans la slide, dans notre prochain slide, ça se trouve ici dans la première zone. Donc, dans la première zone, ici, on voit trois grandes étapes. C'est quoi les trois grandes étapes? La première, c'est qu'on va aller chercher les données. La deuxième, on va splitter les données, donc on va les diviser. Et la troisième, c'est qu'on va construire notre modèle. Donc, je repasse un par un les étapes. Donc, la première, c'est certainement, on va aller chercher les données, les observations, on va les préparer. Donc, on voit ici, on a une extension .py. En fait, c'est du code en Python. Et généralement, c'est le langage qui est le plus utilisé, mais on peut trouver d'autres langages, certainement, comme du R, etc. Donc, la première partie consiste à aller chercher les données et les préparer. Une fois qu'on a les données, la deuxième étape consiste à splitter les données. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va passer les données par un programme et on va les diviser en deux parties. Donc, on va avoir une partie qui va être utilisée pour l'entraînement des modèles et une deuxième partie pour valider les modèles. Généralement, la proportion, on va dire, entre le training data et le validation data, c'est généralement, on va dire, 80% pour l'entraînement et 20% pour la validation. Donc, les données qui vont être destinées à l'entraînement, c'est ces données-là qui vont construire le modèle. Donc, si on passe à la troisième étape, c'est que le modèle ici, comme on le voit, c'est un exemple, un arbre de décision, donc decision tree. Donc, on va entraîner notre algorithme en utilisant les données d'entraînement. Une fois qu'on a entraîné notre modèle, on va l'évaluer. On voit ici qu'il y a un programme qui s'appelle evaluation.py. Donc, il va évaluer ce modèle-là en utilisant certainement les données de validation. Donc, c'est les données de validation qui vont utiliser le modèle déjà entraîné pour l'évaluer. Une fois
une fois fait, qu'est-ce qu'on va avoir comme artefact? Qu'est-ce qu'on va avoir comme résultat? On va avoir notre modèle et on va avoir les métriques. Les métriques vont certainement venir de l'évaluation. Donc, les métriques, juste pour donner une idée un peu globale, ça peut être, par exemple, des scores de précision, d'accuracy, de recall, etc. Il y a pas mal de façons pour évaluer des modèles. Mais en gros, il est très important de dire que un modèle a toujours des métriques qui vont aller avec. Donc, ça, c'est pour la vue générale. Donc, si on reste dans le même contexte, voici un graphe, un schéma qui va mettre en lumière, par exemple, les bibliothèques, les différentes bibliothèques qu'on va utiliser dans le code pour la construction d'un modèle. Donc, c'est du machine learning code. Donc, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir des modèles ici, on voit Random Forest, ça c'est pour les arbres de décision, KNN, XBoost, on a des SVM, etc. Ça c'est des termes que les scientifiques de données, les data scientists sont très familiers avec, mais en définitive, il faut juste tenir que ces termes-là, en fait, c'est des bibliothèques qui vont être utilisés et c'est eux qui contiennent les algorithmes pour pouvoir les entraîner. Donc, par exemple, si on veut entraîner un arbre de décision, ben, on va utiliser les algorithmes qui se trouvent dans la bibliothèque Random Forest, par exemple. Il n'y a pas que ça. On peut aussi utiliser des techniques en statistique. On peut utiliser aussi des techniques d'analyse de données. Donc, il y a toutes sortes de bibliothèques. Ça, c'est vraiment une liste très réduite de ce qu'on peut retrouver dans l'écosystème pour l'entraînement des données. Et puis, certainement aussi, il y a les réseaux de neurones. On a des bibliothèques très connues comme TensorFlow, PyTorch, etc. Donc, ça, c'est pour le côté code machine learning. Par contre, si on juste s'attarde un petit peu par rapport à ça, c'est que dans la slide précédente, on a parlé du fait que dans la première étape, on va aller chercher les données et les préparer. Donc, une fois, pour qu'on puisse utiliser ces bibliothèques-là, pour qu'on puisse entraîner, on doit certainement préparer les données. Ça, c'est une chose. Puis la deuxième chose, c'est à l'étape, on va dire ici, pour le déploiement, on doit, une fois qu'on a notre bon modèle, qu'on a choisi un bon modèle, c'est qu'on doit le déployer. Donc ça, ce n'est pas avec ces outils-là. Donc juste pour mettre en contexte que ceci est juste pour le côté code machine learning, donc entraînement de modèles. Donc je passe à la slide suivante. Cette slide-là, en fait, va mettre en lumière c'est quoi le rapport en code du machine learning par rapport à l'écosystème. Je vais expliquer ça. Donc, on parlait de préparation de données et on parlait aussi d'entraînement de modèles et déploiement. Donc, ça, c'est les trois grosses, on va dire, étapes. Donc, pour pouvoir préparer des données, ça va prendre des bibliothèques, ça va prendre de l'infrastructure, ça va prendre des machines, etc. Donc, le code, pour faire ça, on voit ici qu'on a, par exemple, pour la collecte de données, on a cette partie-là. On a, par exemple, pour l'extraction de données, on a cette partie-là, par exemple. Et puis, par exemple, pour tout ce qui est infrastructure, on a cette partie-là. Donc, ça, c'est vraiment les proportions du code, par exemple, pour le machine learning par rapport du reste. Ça, c'est vraiment un schéma qui a été tiré par une étude qui a été faite par Google. Et puis, c'est vraiment une étude qui a été faite sur des modèles, sur des projets en machine learning qui ont été mis en production. Donc, l'étude a eu comme résultat comme quoi, pour qu'on mette un modèle en production, le code, on ne parle pas d'effort, on parle de code. Le code du machine learning pour l'entraînement, c'est vraiment la plus petite partie. Tout le reste du code, ça va être, par exemple, du code pour aller collecter les données, pour les nettoyer. Il va y avoir aussi pas mal de code pour la feature extraction, ça veut dire l'extraction de caractéristiques
sur les données. Il va y avoir aussi des configurations. Il va y avoir aussi la validation de données, data verification. On a aussi certainement l'infrastructure. Maintenant, avec le cloud, on a par exemple infrastructure as a code. Donc, on utilise aussi du code ici pour l'infrastructure. Et il y en a d'autres outils, par exemple pour l'analyse, on a pour le Process Management Tool, ça on va le voir après. Et puis, il y a aussi une partie du monitoring. Donc, c'est juste pour mettre en contexte que pour qu'un modèle d'intelligence artificielle ou machine learning soit mis en production, ce n'est pas juste des notebooks et on entraîne un modèle, puis ça s'arrête là. En fait, ça va aller avec tout un écosystème. On va le voir avec plus de précision un peu plus tard dans nos slides. Donc là, maintenant, on a un petit aperçu quand même sur c'est quoi un projet en machine learning. On va passer à la deuxième partie. La deuxième partie, maintenant, on va voir c'est quoi les composants d'un projet en machine learning. Et puis, c'est très important de voir ce côté-là parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de ressemblances avec d'autres types de projets. Je parle, par exemple, les projets en logiciel, en génie logiciel, par exemple. Donc, on voit ici, on passe à la slide suivante. Donc, ici, on a les principales composantes d'un projet en machine learning. En fait, ça, c'est quand même assez standard. Ça ressemble beaucoup avec les composantes d'autres projets, par exemple, en génie logiciel. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a la première partie qu'on va voir, c'est le cycle de vie. C'est quoi vraiment un cycle de vie? C'est quoi la structure du projet? Ça va être plus au niveau, on va dire, du code, on va le voir aussi. On a l'infrastructure et les ressources, et aussi les outils et les utilitaires. Donc, on va les passer un par un. On va commencer avec le cycle de vie. Donc, à quoi ressemble un cycle de vie en machine learning? Donc, voici une slide qui parle juste du côté modèle. Donc là, on ne parle pas de cycle de vie du projet, mais juste pour le modèle. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Première chose qu'on note, c'est qu'on a des étapes, et puis à la dernière étape, on a un retour vers la première étape. Donc, c'est comme quelque chose qui est cyclique. Donc, on va prendre les étapes un par un. Donc, la première étape, c'est l'entraînement des modèles. Cette partie-là va englober en fait tout ce qu'on a vu pendant la slide. Je vais essayer de la présenter directement. Toute la partie ici. Donc, la première, le train model va englober toute cette partie-là qu'on a vue. Donc, ça, c'est la partie train model. Ça veut dire qu'on va chercher les données, les splitter et entraîner notre modèle. Donc là, je reviens à notre slide. Donc ça, c'est cette partie-là. Donc là, on a entraîné un modèle et à la fin, c'est quoi qu'on a comme résultat? On a un modèle avec ses métriques. Une fois qu'on a un modèle avec ses métriques, on passe à l'étape suivante qui est packager le modèle ou enregistrer le modèle. Ça dépend avec quel outil on travaille, mais c'est juste pour dire qu'on va packager le modèle. Ça veut dire quoi packager le modèle? C'est qu'on a le modèle, on a ses métriques, puis il faut prendre en compte que chaque modèle, comme on l'a vu, va utiliser des bibliothèques, par exemple, pour entraîner le modèle. Et quand on parle de bibliothèque, c'est comme pour les logiciels, on parle de dépendance avec des versions, etc. Donc, on va packager un modèle avec ses dépendances et l'enregistrer à quelque part. Une fois qu'on a le modèle packagé, on va le valider. Valider le modèle, ça veut dire, en fait, c'est tester le modèle. Mais on garde le mot valider le modèle, c'est parce que il peut y avoir des différences. Un modèle n'est pas vraiment comme un logiciel. Si on parle, par exemple, un modèle qui va être déployé en arrière d'une application, il va être déployé dans un environnement, par exemple, QA. Mais par exemple, si on a mis en place un chatbot, oui, on va par exemple déployer ce chatbot dans un environnement QA, mais ça va prendre de l'intervention humaine pour pouvoir le valider. Donc, il y a le test et la validation. Donc, en gros, cette étape-là, c'est pour valider le modèle. Une fois que le modèle est validé, on va le déployer.
Donc ça, c'est la mise en production. Il faut dire que la mise en production, on a déjà le modèle qui est packagé avec ses dépendances. Donc c'est déjà quelque chose, c'est déjà un avantage par rapport à ça. Donc, une fois qu'on déploie le modèle, c'est au moment où on déploie le modèle, qu'est-ce qui vient après? C'est le monitoring, donc la surveillance de modèle. Et ça, c'est très important par rapport, et c'est très important, et c'est une différence par rapport au logiciel dans le sens où ça commence dès le moment où on déploie les modèles. Donc, on va les surveiller. Qu'est-ce qu'on va surveiller? On va surveiller principalement deux choses. On va surveiller le modèle lui-même et on va surveiller les données. Surveiller le modèle, ça veut dire qu'on va voir si sa précision, par exemple, a changé. Est-ce que le modèle perd de ses performances? Est-ce que le modèle répond assez rapidement? Est-ce que il y a toutes sortes de métriques qu'on peut surveiller. Et puis aussi les données. Donc, on va surveiller les données. Est-ce que les données qui ont été utilisées pour l'entraînement et les données qui vont être consommées pendant la production, est-ce qu'il n'y a pas un changement? Donc, c'est cette étape-là. Une fois qu'on est en production et qu'on surveille notre modèle, certainement que si on voit qu'il y a par exemple un changement quand même très important au niveau des modèles, ou on voit que le modèle perd de ses performances ou de ses précisions, ben c'est sûr qu'on va repasser à l'étape première qui est l'entraînement. Donc on va réentraîner le modèle sur les nouvelles données qui ont été collectées pendant la mise en production et ainsi de suite. Donc c'est vraiment un cycle. Ça, c'est quand même très important de le voir, un aspect très important de comprendre dans le machine learning. Donc là, maintenant, c'est là où on va introduire le cycle de vie pour un projet en data science ou en machine learning. On va parler c'est quoi la différence, mais en fait, c'est quelque chose qui est appelé data science life cycle, mais c'est utilisé dans le machine learning. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? La chose qu'on voit ici en première vue, c'est que aussi c'est cyclique, c'est des itérations. Donc, comment on va le prendre ici? C'est que on a un besoin qui a été exprimé pour avoir un modèle qui va répondre à un certain besoin. Donc, il y a toujours un point de départ. Le point de départ va commencer avec le business understanding, donc l'analyse des besoins. Donc, on doit analyser certainement, comme tout projet, on doit commencer par l'analyse de besoins. Une fois qu'on va analyser nos besoins, il va y avoir la deuxième étape qui est l'acquisition des données et la compréhension des données. Ça englobe principalement, c'est très axé sur les données. Donc, on va voir, par exemple, c'est quoi les sources de données, c'est quoi les données qu'on a. On va commencer à préparer les pipelines pour préparer les données, pour nettoyer les données. Et ça, c'est quand même une étape très importante qui est, comme on l'a vu dans quelques slides plus tôt, c'est quand même beaucoup de travail qui est mis généralement ici. On a les environnements, donc dans quel environnement on va aller chercher les données, dans quel environnement on va faire nos nettoyages, etc. Et puis, la dernière ici, ce qu'on voit, c'est wrangling et exploration et cleansing. Donc, l'exploration, le nettoyage et le wrangling. Wrangling, c'est genre, on va essayer de challenger un petit peu notre compréhension des données. Donc, ça, c'est l'étape acquisition des données. Une fois qu'on a ça, une fois qu'on passe par cette étape, donc, on commence à produire ou à créer, à entraîner des modèles. Donc, ça, c'est l'étape suivante. Donc, une fois on entraîne un modèle, en fait, pendant l'entraînement du modèle, c'est quoi les étapes qu'on va avoir? On va avoir le feature engineering. En fait, le feature engineering, c'est feature extraction, c'est l'extraction des données. Ça aussi, c'est une étape très importante. Il faut dire que, par exemple, tous les modèles en machine learning, c'est des modèles mathématiques. Donc, ce qu'ils vont avoir comme input, c'est juste des valeurs numériques. Comme par exemple pour du texte, ils ne vont pas comprendre le texte. C'est quoi un texte? Donc, le texte ici va être, dans cette phase-là, il va être transformé en valeur numérique. Il y a plusieurs techniques à le faire, mais c'est dans cette phase-là où ça se passe. Une fois qu'on a les données préparées, on va entraîner nos modèles et puis on va évaluer nos modèles. Une fois
qu'on a plusieurs modèles qui ont été évalués, puis on a fait plusieurs expériences, on a utilisé plusieurs algorithmes, puis on a plusieurs métriques sur les différentes expériences qu'on a roulées. Là, on va choisir certainement le bon modèle, puis on va le déployer. Une fois qu'on va le déployer, certainement, il va y avoir l'acceptation du client, mais il va y avoir aussi une surveillance. Donc, il va y avoir toujours une surveillance par rapport au score, donc par rapport à la précision, par rapport aux performances, et ça fait partie de la surveillance. Une fois qu'il y a un besoin, pour quelque raison que ce soit, un besoin de réentraîner le modèle, donc ça va être la même chose. Donc, on repasse, on essaie de comprendre pourquoi le modèle, par exemple, a changé, pourquoi a perdu de la précision. On repasse aussi par l'étape d'acquisition et de la compréhension des nouvelles données, parce qu'on a passé en production, donc il y a de nouvelles données qui sont arrivées, et ainsi de suite. Je dirais que, juste pour donner un exemple, pourquoi on réentraîne un modèle, on pourrait parler, puisqu'on le vit en ce moment, c'est que, prenons un exemple, on a un modèle qui va faire de la prédiction sur les habitudes d'achat de clients. Donc, on a tout un modèle qui fonctionne, donc qui fait de la prédiction. Généralement, il y en a beaucoup qui utilisent les règles d'association. C'est des algorithmes qui sont utilisés pour faire, par exemple, un petit peu la prédiction par rapport au panier. Donc là, on a un modèle qui fonctionne très bien. Et en mars, par exemple, 2020, on a eu la pandémie, on a eu le Covid. Et puis là, on a un changement dans les habitudes elles-mêmes des clients. Donc, le modèle va devenir quand même plus obsolète par rapport à ça, parce que les habitudes d'achat ont changé. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va réentraîner les modèles avec le nouveau contexte. Donc, c'est pour ça qu'on a toujours, et ça c'est juste un exemple, il y en a beaucoup par rapport à ça, mais on peut, à partir de là, on comprend pourquoi il y a toujours un cycle ici qui va faire que on analyse, on fait un suivi du modèle, et puis si le besoin est là, on va le réentraîner, ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment le cycle de vie d'un projet en machine learning. Donc là, si je passe à la slide suivante, là, on voit, c'est exactement ce qu'on a vu à la slide précédente. Donc, c'est juste que c'est linéaire et c'est juste une seule itération. Donc, on commence toujours avec l'analyse de données, l'acquisition. On va faire nos expériences. On va construire nos modèles, on les déploie et puis on les surveille. Cette slide-là, en fait, elle va mettre en évidence plus les rôles impliqués pendant un projet en machine learning. Je vais mettre l'accent juste sur 3 profils. Donc, c'est lesquels? C'est le scientifique de données, le data scientist, l'ingénieur de données, le data ingénieur et l'ingénieur ML en machine learning. Et on a aussi un quatrième plutôt profil, mais ça c'est plus DevOps. Et puis en fait, ça c'est plus dans le cas où on a par exemple des modèles qui vont être embarqués dans des systèmes, et ces systèmes-là, généralement, il y a déjà une équipe en place qui est en charge du DevOps, donc certainement que c'est cette équipe-là aussi qui va entrer en jeu, et puis on le voit ici, c'est juste dans la phase déploiement et puis le monitoring et le réentraînement. Donc, si je dois par exemple voir un par un. Donc, le scientifique de données, c'est certainement lui qui va être impliqué tout au long du cycle. Et puis, c'est généralement quelqu'un qui va travailler avec toutes les bibliothèques d'entraînement de modèles. Donc, par exemple, tout ce qui est TensorFlow, PyTorch, c'est lui qui va être très à l'aise avec comme les concepts mathématiques. Il va travailler aussi avec GitHub. Mais si je dois prendre par exemple le cloud, c'est quelque chose qui est très utilisé aussi maintenant par rapport au projet machine learning. C'est une personne qui va travailler aussi avec des produits qui sont mis par exemple avec les acteurs de cloud. Si je prends un exemple, on a par exemple pour Google, on a Google Cloud AI. Donc ça, c'est comme un outil qui est mis à la disposition des scientifiques de données. On a par exemple, si je dois prendre l'exemple de Amazon, on a SageMaker. On a aussi
On a par exemple pour Azure, on a Azure Machine Learning Studio, etc. Donc c'est le profil qui va utiliser ce genre d'outils. Pour l'ingénieur de données, c'est plus un profil qui doit être très familier avec tout ce qui est outils ETL, ELT. Il doit être très familier avec tout ce qui est nettoyage de données. Si je dois prendre des exemples, il doit être à l'aise avec le langage Python, il doit connaître SQL, puis aussi on a le Databricks, donc tout ce qui est Spark. Donc ça, c'est vraiment un outil qui est très, très utilisé. Donc c'est ce profil-là qui va avoir ce genre d'outils il va utiliser ce genre d'outils. Et puis, on a le troisième profil, c'est l'ingénieur en ML. Donc, ce profil-là, ça va être plus du côté à partir du build. Donc, on le voit ici, du build, de deploy et puis de la surveillance. Ici, pour ce profil-là, c'est généralement des personnes qui doivent être à l'aise avec tout ce qui est DevOps, tout ce qui est le source version control, donc tout ce qui est par exemple GitHub, etc. Il doit être aussi très familier avec les outils, ça c'est très important, de monitoring. Si je dois prendre un exemple, on a Azure Monitor, donc s'il travaille sur par exemple l'environnement Azure, donc ça va être avec Azure Monitor. Et puis aussi s'il y a par exemple à déployer par exemple sur des IoT, donc Internet of Things, ça aussi, il doit être aussi familier avec ça. Donc c'est plus un profil qui va intervenir à partir du build jusqu'au monitoring and retrain. On va voir ça par la suite. Donc ça, c'est pour le cycle de vie. Là, on passe à la deuxième composante du projet, donc la structure de projet. Ici, c'est vraiment, on va juste avoir un petit aperçu, c'est que quand on parle de structure de projet, c'est juste pour mettre en évidence le fait que, comme tout autre projet en logiciel, on doit avoir une structure au niveau du code. Donc, ce n'est pas juste un notebook ou quelques notebooks et on va les utiliser comme structure pour pouvoir passer en production. Généralement, ça demande plus que ça. Et qu'est-ce que ça demande? Généralement, ça demande une structure bien standard, bien flexible. Je prendrai un exemple comme ASP.NET, c'est des applications pour le web. Aussi pour ASP.NET, on a une structure. Si on veut avoir par exemple des applications par exemple pour des desktops, là, ça aussi, ça prend une structure. Et puis aussi pour les projets en machine learning, ça prend une structure. On a une structure qui est très, très utilisée, très largement utilisée, puis c'est un standard open source. C'est le Cookie Cutters Data Science Structure. Vous pouvez trouver un lien par rapport à ça. Et puis, c'est vraiment une structure standard et puis très flexible pour qu'on puisse partager du code entre les différents collaborateurs. Ça veut dire les scientifiques de données, les data ingénieurs et les ingénieurs ML. Et aussi, certainement, tout ce qui est DevOps. Donc, c'est une structure assez standard. Donc, ça, c'est la structure. Là, maintenant, on va passer à l'infrastructure et ressources, et puis aussi outils utilitaires. Comme je l'ai mentionné au début du webinaire, ce webinaire n'est pas axé vraiment sur les outils technologiques, c'est vraiment axé sur le MLOps. Donc, j'ai englobé les deux aspects ici, juste pour avoir une petite idée, mais on ne va pas aller vraiment on va pas aller vraiment en profondeur par rapport à ça. Ce que je vais présenter maintenant, ça va paraître un petit peu beaucoup d'éléments dans cette slide-là, mais juste ne pas aller dans la profondeur, je vais essayer quand même d'expliquer ça, et on va voir une idée quand même très simple par rapport à ça. Ça c'est par rapport à Azure. J'ai pris ça comme exemple, mais je pouvais prendre aussi d'autres exemples. On peut avoir ça aussi en on-prem. Comme sur Cloud, comme sur Amazon, etc. Donc, pour Azure, ils ont ce qu'on appelle le Azure Machine Learning Workspace. En fait, c'est un workspace qui va permettre d'accéder à différentes structures, à différents outils. Là, sans aller en profondeur par rapport à ça, je vais mettre en clair les principaux, on va dire, parties de cette slide, on va dire. Donc, la première partie, c'est la sécurité. Il faut prendre en compte que la sécurité est très importante dans un projet en machine learning. Si on veut passer en production, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte.
parce qu'on traite, dépendamment des projets, on traite des fois des données sensibles, on traite des données, personnelles, donc, et on doit gérer la sécurité. Donc, c'est quelque chose de très important et qu'on doit prendre en charge. Ça demande de l'infra, ça demande des outils. Ça, c'est comme première partie très importante. Deuxième partie, c'est par rapport à, c'est celle-là, c'est Possible Compute Target. Ça, en fait, c'est une partie pour dire que on va utiliser de l'infrastructure pour entraîner nos modèles. On peut les entraîner en local, comme on peut les entraîner dans des clusters, donc dans des clusters Databricks. Ça, c'est juste la partie, on va dire, qui va être utilisée, l'infrastructure qui va être utilisée pour l'entraînement des modèles. Troisième partie, ça c'est là où il y a le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est qu'on a nos données sources, dans nos datasets, on a nos pipelines, donc on va passer nos datasets dans nos pipelines, on a des expériences qu'on veut mettre, donc pour chaque algorithme, on va faire plusieurs expériences, et une fois qu'on roule nos expériences, il faut juste retenir d'ici, ce qu'on va retenir dans tout ça, c'est que après avoir fait nos expériences, on va finir principalement, le plus important ici, c'est avec des métriques, et puis on va finir avec des modèles. Comme je l'avais mentionné tantôt, c'est le package model pour Azure ML, pour le cloud Azure, c'est enregistrer les modèles. Donc, on enregistre les modèles avec ses métriques, avec ses logs, etc. Donc, c'est là où se passe l'entraînement de modèles en se basant, bien sûr, en utilisant l'infrastructure pour l'entraînement. Ça, c'est pour la deuxième partie. Puis la dernière partie, qui est aussi importante, c'est pour le déploiement. Donc, comme on le voit ici, on va déployer une fois qu'on a choisi le bon modèle, le modèle qui va être déployé. On va le déployer, par exemple, on voit ici, on a plusieurs possibilités, mais on peut le déployer comme étant un web service, par exemple, en endpoint, en REST API, ou on peut le déployer, par exemple, sur du IoT, donc Internet of Things. Donc, on peut, par exemple, entraîner des modèles sur des clusters, mais finalement, ils vont finir sur des tablettes. Ils vont être utilisés dans des tablettes. Puis, on voit ici le modèle télémétrie, puis service télémétrie. Ça, c'est pour la partie monitoring et surveillance. Donc, en gros, ça, c'est la partie infrastructure, ressources, outils, on n'en a pas parlé, mais c'est juste pour avoir une idée globale sur qu'est-ce que ça prend comme infra et ressources pour un projet en machine learning. Et c'est là où on va parler des défis. Les défis et les challenges par rapport au machine learning. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On parle, je vais commencer avec les environnements. Comme on l'a vu tantôt, c'est qu'il y a un défi par rapport aux environnements. Généralement, l'environnement en production et l'environnement en développement, ce n'est pas le même. Et ça, c'est un challenge dans la mise en production d'un modèle en machine learning. Comme j'avais mentionné tantôt, c'est qu'on peut entraîner des modèles sur un cluster, mais le modèle va être utilisé à partir d'une tablette ou à partir d'une toute autre structure. On a aussi un deuxième challenge, c'est les dépendances. Il faut les gérer. Ça aussi, c'est commun avec le génie logiciel, mais on a des dépendances. Ça aussi, c'est un challenge qu'on doit prendre en compte. On a aussi le suivi. Il faut avoir les outils, il faut avoir la possibilité, il faut donner aussi la possibilité aux scientifiques de données d'analyser les expériences et de suivre les expériences, et de suivre les modèles. Donc, une fois, ils vont les suivre pendant l'entraînement. Ils vont faire plusieurs entraînements, puis ils doivent suivre qu'est-ce qui se passe avec leurs expériences. Et puis aussi, ils doivent suivre après le déploiement. Une fois qu'un modèle est mis en production, ils doivent suivre aussi les métriques que donnent ces modèles. Ça, c'est aussi un défi. Les données, ça, c'est quelque chose de très important. Les données, généralement, entre production et les données qu'on a en développement, ceux qui sont utilisés pendant l'entraînement, sont différentes. Parce que généralement, qu'est-ce qu'on prend pendant l'entraînement? On va prendre des observations historiques. On va prendre par exemple les données des 3 dernières années, puis ou 10 dernières années. On va entraîner nos modèles. Mais une fois qu'on va passer en production, c'est des nouvelles données. Donc, ils sont sujets à être, peut-être ils vont, ce qu'on appelle dévier.
En anglais, il y a le concept qui est le data drift. Et puis, ça, c'est un véritable challenge. Donc, il y a toujours, d'après l'étude que j'ai mentionnée plus tôt par rapport à Google, beaucoup de modèles, une fois qu'ils passent en production, ils vont perdre leur précision. Et ça, c'est à cause des données, parce que les données ne sont pas pareilles. Donc ça, c'est un véritable challenge. On a aussi l'infrastructure, donc tout ce qui est scale-up, scale-out. C'est par exemple, on doit par exemple scaler up nos infras et scaler out nos infras d'une façon transparente par rapport aux utilisateurs. Donc ça, c'est un défi aussi par rapport au modèle. Et puis, le dernier, et ce n'est pas le moindre, c'est le déploiement continu. Ça aussi, c'est un grand challenge, parce qu'il y a des modèles qui sont déployés plusieurs fois par jour. Ça, parce que les données changent et puis les modèles doivent être réentraînés en continu. Et ça aussi, c'est un véritable challenge. Et c'est là où on va introduire le MLOps. Donc, c'est la troisième partie. Et la grande question, c'est qu'est-ce que le MLOps? Le MLOps, j'ai pris cette définition. C'est la définition que Google donne au MLOps. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est que vous préconisez, en fait, pratiquer le MLOps signifie que vous préconisez l'automatisation, la surveillance, la construction d'un système en machine learning. Donc, ça va comprendre l'intégration, les tests, la publication, le déploiement et même la gestion de l'infrastructure. En termes simples, le MLOps, c'est le DevOps pour le machine learning. C'est ça, en gros, ce qu'on va retenir. Donc, comme je viens de le mentionner, le MLOps, c'est juste une version DevOps de machine learning, et c'est une discipline de la gestion de cycle de vie pour l'apprentissage automatique qui est le ML. Donc, c'est vraiment la gestion, c'est la gestion de cycle de vie end-to-end. Donc, là, on va présenter les étapes. Donc, comme je l'avais mentionné, certains concepts DevOps se traduisent directement en MLOps. Donc, là, on va parler de mise en contexte. Donc, on va commencer avec la première, on va dire, étape. Donc, la première étape, on va parler, par exemple, c'est la continuous integration ou l'intégration continue. En fait, lorsque les développeurs vont travailler sur un projet, ben, ils ne travaillent pas tous en même temps sur la même partie du code. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vérifier le code sur lequel ils vont travailler, ils vont utiliser un Git, donc ils vont faire un checkout, ils vont faire ce qu'il faut faire comme tâche, ils vont compléter leurs tâches, ils vont, par exemple, valider avec le code principal, ils vont faire leur test unitaire et puis ils vont le fusionner, donc le merge. Donc, une fois qu'ils vont le fusionner, ils vont fusionner avec le code principal. Donc, c'est quelque chose de très standard qu'on utilise dans DevOps. C'est quand même un standard qui est utilisé quand même depuis de nombreuses années. Et cette partie-là s'appelle l'intégration continue ou le continuous integration. Deuxième étape, c'est le processus qui est aussi utilisé par les développeurs, c'est le continuous delivery. Donc, continuous delivery, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, c'est là où on va créer, tester et publier tous les artefacts qui ont été produits par la première étape qu'on parle de continuous integration. Donc, c'est là où on va faire nos builds, c'est là où on va aussi tester et publier aussi nos artefacts. Ça peut se faire de façon manuelle comme ça peut se faire de façon automatique. Et ça, ces deux-là, c'est vraiment du DevOps. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve des DevOps. Le monde qui travaille avec DevOps se reconnaîtront très, très facilement ici. Et puis, ces deux choses-là aussi sont très importantes pour le MLOps. C'est quelque chose qu'on retrouve exactement pareil dans le MLOps. Mais il y a un autre aspect important au MLOps. C'est les données et les modèles qui sont différents par rapport au DevOps.
Et là où on peut introduire un nouveau terme, c'est l'entraînement continu. Donc, c'est le continuous training. L'entraînement continu, c'est le processus en fait de suivi, monitoring, de mesure et de réentraînement. Et certainement le déploiement. Donc, à la différence, c'est ça la plus grande différence entre le MLOps et le DevOps. Donc, je peux dire que le mot d'ordre ici, dans cette étape-là, c'est surveiller, réentraîner et déployer les modèles. On peut les déployer de façon automatique comme on peut les déployer de façon manuelle. L'essentiel qu'on doit retenir, c'est c'est surveiller, mesurer, réentraîner et déployer les modèles. Donc, ça, c'est vraiment, c'est ça le MLOps en définitive. Donc, comme on le voit, c'est vraiment du DevOps pour le machine learning. Donc, ça englobe les deux parties qu'on retrouve dans DevOps. Et en plus de ces deux parties-là, on a la troisième partie qui est l'entraînement continu ou le continuous training et qui est relatif au modèle et puis aussi les données. Il y a quelque chose aussi d'autre qui est très important à comprendre, c'est que dans le DevOps, généralement, quand on fait nos tests sur le code et sur les composants. Mais pour le MLOps, il y a quelque chose d'autre en plus pour les tests, c'est qu'on doit tester en plus les données, valider les données. Ça peut être les schémas, ça peut être les types, ça peut être, c'est surtout aussi les valeurs. Est-ce qu'il y a un changement par rapport aux distributions des données? Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, c'est quelque chose qui s'ajoute par rapport à DevOps, par rapport au testing. Et puis aussi, on a le modèle. Certainement, les modèles aussi, on doit les tester, on doit pouvoir les mesurer, etc. Donc ça, c'est vraiment c'est des aspects très importants par rapport au MLOps. J'ai mis une slide où on peut voir les différences entre DevOps et MLOps. En gros, ce qu'on peut dire, en fait, je viens de le dire, mais je vais juste le repréciser, c'est que la différence entre MLOps et DevOps, c'est qu'on a des modèles et des données. Donc, on teste et on valide des données. On teste et on valide des modèles. Ça, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans le DevOps. Et puis aussi, il y a quelque chose aussi qui est différent, c'est que c'est la surveillance des modèles et des données aussi, la surveillance des données et des modèles une fois qu'on passe en production. Donc, on vient de voir un petit peu le MLOps. C'est quoi la différence entre le MLOps et DevOps? Les trois étapes qui sont utilisées par rapport au cycle de vie. Donc là, maintenant, on va passer aux bonnes pratiques pour optimiser vos projets. En fait, j'ai mis 5 bonnes pratiques. Et là, on va juste les énumérer, il y en a certainement d'autres, mais ça, c'est quelque chose de standard qui est quand même qu'on retrouve assez fréquemment dans les différentes lectures. Si vous voulez voir par exemple, sur ce qui se passe par rapport au MLOps. Donc, la première bonne pratique qu'on doit préconiser, c'est créer des pipelines ML réutilisables. Ça demande quoi? C'est que stocker votre code dans un logiciel de gestion de version de code, comme par exemple Git. Ça, c'est pour le code. Il y a quelque chose aussi de très important. On doit aussi gérer les versions de données. Et pour ça, on ne peut pas utiliser Git. Git, il est fait juste pour les données. Il est fait juste pour le code. Les données, et on peut avoir des données en gigabytes, en terabytes, on ne peut pas gérer. On ne peut pas suivre les versions de données dans un Git. Par contre, il y a des outils pour ça. Il y en a plusieurs. Ce que je peux donner comme exemple, c'est le DVC, c'est le Data Version Control. C'est un Git pour les données. Il se base sur du hachage des données, etc. Mais c'est là où on va faire le suivi des versions de données. Et c'est quelque chose de très important. Et puis, c'est vraiment très conseillé de l'utiliser. Donc, ça, c'est comme première bonne pratique. Deuxième pratique, c'est automatiser vos déploiements.
Donc, en se basant sur les concepts de DevOps, une fois que vous avez versionné vos modèles et vos données, il faut automatiser vos déploiements. Généralement, une fois qu'on a un modèle qui est entraîné et qu'on a validé, il doit y avoir un déploiement automatique. Et ça, juste, c'est la dernière partie, mais on doit vraiment automatiser tout le processus end-to-end. Ça, c'est pour la deuxième pratique. La troisième, c'est monitorer tous vos artefacts. Ça veut dire quoi? Il faut surveiller tous les artefacts et puis il faut les enregistrer. Il faut avoir des logs. Monitoriser vos pipelines pour garantir l'intégrité des modèles, puis aussi l'intégrité des données. Et puis aussi, il faut prendre en compte que dans certains cas, et puis c'est quand même assez fréquent, c'est pas négligeable, c'est qu'il y a des exigences réglementaires par rapport à ça. Donc, on doit expliquer pourquoi le modèle a pris, par exemple, telle ou telle prédiction ou a fait telle classification. Et pour ça, on doit monitorer, on doit suivre tous les artefacts qui sont produits lors d'un projet en machine learning. Ça, c'est pour la troisième. La quatrième, c'est définissez et surveiller tous les métriques de performance. Donc là, je parle certainement de modèles, mais on n'a pas que les modèles. On a aussi les performances par rapport à l'entraînement. On a par exemple des performances au niveau de la mise en production. Une fois que le modèle est mis en production, est-ce que c'est performant? Est-ce que les métriques sont toujours optimales? Est-ce qu'il n'y a pas une perte de précision à quelque part? Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très conseillé si on parle bien sûr d'un projet machine learning qu'on veut utiliser en production et ne pas le garder juste comme un concept dans un notebook à quelque part. Cinquième et dernière bonne pratique, et pas la moindre, c'est observer la déviation des données. C'est le data drift. Ça, c'est quelque chose de très, très important et primordial pour qu'un modèle, pour qu'un projet en machine learning va avoir du succès ou non. C'est parce que, comme je l'avais mentionné, les données qu'on utilise pendant l'entraînement et les données qu'on va avoir pendant la mise en exploitation, pendant la mise en production, généralement, ça peut différer. On peut avoir beaucoup d'exemples. Je peux en donner une ou deux rapidement. Je dirais par exemple pour les cartes de crédit, on veut faire par exemple on a un modèle qui va faire de la détection de fraude par rapport aux cartes de crédit. Donc on a entraîné notre modèle sur 10 ans, 15 ans d'historique et le modèle fonctionne très bien. Si il va y avoir une nouvelle façon de frauder, il va y avoir de nouvelles façons de fraude, ça veut dire que les données ont changé. Ça veut dire que on n'a pas affaire au même type de fraude. Donc, on doit réentraîner le modèle. Ça, c'est un exemple. Je peux en prendre un autre. Par exemple, dans le domaine manufacturier, on a un modèle qui utilise des sensors, par exemple. Et puis, le modèle fonctionne très bien. Il va utiliser des données générées par des sensors, puis il va donner des retours par rapport à ça. Et puis, imaginez qu'on a 2-3 sensors qui tombent en panne, puis qui vont envoyer juste des zéros. C'est sûr que le modèle va prendre des zéros comme des données input, mais malheureusement, ce n'est pas les bonnes données. Donc, il va retourner de mauvais résultats, de mauvaises prédictions. Donc, ça aussi, c'est quelque chose à surveiller. Donc, c'est une bonne pratique qui est très, très importante. Et c'est ça. Donc, ça, c'est les 5 bonnes pratiques. Je dirais que ça, c'est juste pour le MLOps. Là, on n'est pas parti, on n'a pas parlé, par exemple, sur la gestion de projet, où on parle de technologie ou de cycle de vie. C'est vraiment côté MLOps. Donc, c'est ça. C'est tout pour le webinaire. J'espère que vous avez apprécié.
Donc là maintenant, j'ai fini avec, la dernière partie qui était les bonnes pratiques. Donc maintenant, c'est la période de questions. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Absolument. Merci, Salim. Un grand merci pour le webinaire. Très riche en contenu. Merci du temps pris pour nous le présenter. On espère que la présentation va pouvoir guider vos actions ou du moins orienter certaines de vos futures discussions concernant le MLOps et son éventuelle intégration dans vos organisations. Donc, pour ce qui est de la période de questions, on a déjà 3 questions publiées, en commençant avec la première, Salim. Est-ce qu'il y a des métriques incontournables à toujours utiliser? Salim, je crois que ton micro est coupé. Effectivement, merci beaucoup. J'étais en train de répondre avec mute. Donc, merci pour la question. Donc, en fait, je disais que j'imagine que la question se pose par rapport au modèle, parce qu'on a aussi d'autres métriques par rapport aux performances, etc. Mais j'imagine que c'est plus par rapport au modèle. Effectivement, on a des standards. Il y a quelque chose qui se répète généralement par rapport à tous les modèles, c'est la précision, c'est l'accuracy, c'est des formules, en fait, c'est des formules qui sont déviées à partir de ce qu'on appelle la matrice de confusion. Ça, c'est vraiment du domaine du data scientist. Comme par exemple la précision, c'est quelque chose qu'on utilise et qu'on peut comprendre quand même assez rapidement. C'est qu'un modèle, par exemple, qui fait de la prédiction, ben, si on dit qu'il fait 90% de bonnes prédictions, ça veut dire que sur 100 prédictions, il va quand même avoir de bonnes prédictions sur 90%. Et puis, à partir de là, ça va dépendre du domaine, un petit peu, ça va dépendre aussi des algorithmes. Mais je dirais que les plus standards, c'est l'accuracy, la précision, le recall, c'est quelque chose qu'on retrouve quand même très fréquemment pour les modèles. Merci pour la question, Salim. Deuxième question, c'est quoi la différence entre le MLOps et le DataOps? Très bonne question aussi. Ben, en fait, le DataOps, c'est un terme qui a été en fait préconisé par IBM. Et puis, le DataOps, il est vraiment axé plus sur la qualité des données. Donc, il est vraiment, s'il y a quelque chose qui change subitement ou la qualité de données se détériore, ben, il va y avoir des triggers, etc. Ben, le MLOps, il utilise le DataOps parce qu'on va surveiller les données, on va surveiller la déviation des données, etc. Donc, ça fait partie du MLOps. Et puis, le MLOps, c'est vraiment un modèle, on va dire, end-to-end, donc développement, déploiement, monitoring. Donc, c'est ça la différence entre DataOps et MLOps. Super. Merci, Salim. Troisième question. Concernant le cycle de vie qu'on a vu dans le webinaire, est-ce que ce cycle de vie est reconnu comme un standard dans l'industrie? Oups, là, je fais unmute. OK, donc c'est par rapport au cycle de vie, j'imagine, par rapport à... OK, où est-ce qu'elle est? Par rapport à cette slide-là, j'imagine. Oui, en fait, oui, En fait, le Data Science Lifecycle, ça, c'est un standard. Et puis, il est basé sur un standard qui est déjà... sur des standards qui sont déjà reconnus. En fait, il y a le CRISP, DM, c'est le Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ça, c'est vraiment un processus d'exploration de données. Donc, c'est basé sur ça. Et puis aussi, c'est basé sur le KDD. Je pense que c'est le Knowledge Discovery in Databases. Donc, c'est vraiment un standard qui est quand même un open standard. Et puis, oui, très, très largement utilisé. Là, on parle, pendant ce webinaire, on a parlé
de modèles et de projets qui finissent en production. Honnêtement, si on passe par ça, je vois très mal comment on va arriver en production avec des modèles et le maintenir vraiment à jour après ça. Merci, Salim. Dernière question. Avec des réglementations importantes dans la sécurité des données personnelles, est-ce qu'on a des conseils pour comment garantir la confidentialité des données utilisées par les data scientists? Oui, très important, puis très bonne question. La sécurité, il faut à chaque fois qu'on fait un pas dans un projet machine learning, il faut prendre en compte l'aspect réglementaire. Et quand on parle de l'aspect réglementaire, je peux prendre un exemple, les données personnelles ou les données sensibles. Certainement que, par exemple, les scientifiques de données n'ont pas besoin d'accéder, par exemple, aux données personnelles. Donc, ils ont accès juste, par exemple, aux données anonymisées. Il y a pas mal d'outils, il y a pas mal de pratiques qui existent. Et certainement, on doit, dès le départ, dans l'analyse de besoins, je dirais, dès le départ, définir c'est quoi les données on a, à quel type de données on a affaire, c'est quoi le besoin en termes de sécurité, puis certainement, c'est qui a accès à quoi, puis comment on va monitorer tous les accès, puis qu'on va contrôler tous les accès. Donc certainement, on a tous ces outils-là. J'espère que j'ai répondu à la question. Super, super. Merci, Salim. Merci d'avoir répondu. Je crois que c'était tout pour les questions. Merci à toutes et à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Encore une fois, un grand merci à Salim d'avoir répondu aux questions et de nous avoir livré un webinaire très riche en contenu. Bonne continuation. Merci d'avoir participé aujourd'hui. Si vous avez besoin d'accompagnement pour vos projets data, si des questions vous viennent une fois le webinaire terminé, n'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Bon jeudi, bon après-midi à toutes et à tous et à la prochaine. Merci à vous, bonne journée à vous et à la prochaine.